Salut à tous! Dans le monde du développement logiciel, s'il y a bien une chose qui manque toujours, c'est le temps. Et plus les applications deviennent complexes, plus on se heurte à une question vraiment inévitable. Voilà le vrai casse-tête de n'importe quel projet. On aimerait tout tester, n'est-ce pas? Mais soyons honnêtes, c'est une pure illusion. C'est non seulement impossible, mais c'est aussi complètement inefficace. La vraie solution, ce n'est pas de tester plus, mais de tester mieux, de façon plus intelligente. Et cette fameuse solution, eh bien, elle a un nom, le test basé sur les risques, ou TBR. L'idée, elle est toute simple, mais incroyablement puissante. Plutôt que de tester un peu au hasard, à l'aveugle, on se pose et on identifie ce qui a le plus de chances de mal se passer, les risques quoi. Et ensuite, on concentre toute notre énergie, toute notre puissance de feu, justement sur ces zones critiques. C'est juste du bon sens, mais appliqué de manière structurée. Alors, au programme aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le processus TBR. On verra ces trois grandes étapes. D'abord, on identifie les risques, ensuite, on les évalue, et enfin, on voit comment les atténuer. Et pour finir, on jettera un œil aux techniques clés et aux défis. Allez, c'est parti! Ce processus, c'est un peu comme une recette qui transforme le « on ne sait pas trop » en un plan d'action super clair. C'est un cheminement logique en 3 temps. Alors, sans plus attendre, plongeons dans la première étape. Ok, donc tout commence par un vrai travail de détective, une phase d'investigation. Le but du jeu, lister absolument tout ce qui pourrait, de près ou de loin, mettre en péril la qualité du logiciel. On se pose des questions simples. Qu'est-ce qui pourrait planter? Qu'est-ce qui risquerait de frustrer les utilisateurs? Ou pire, de coûter de l'argent? Et pour trouver les réponses, il y a plusieurs techniques. Alors, on peut par exemple utiliser des checklists basées sur les projets précédents, c'est toujours utile. On peut aussi organiser de bonnes vieilles séances de brainstorming pour faire fuser les idées ou aller interviewer les experts du domaine. Mais honnêtement, la méthode qui marche le mieux, c'est de loin celle qui mise sur le collectif. Pour que ce soit bien concret, imaginez un instant un test manager, tout seul dans son coin avec son tableur, qui essaie de lister tous les risques possibles. C'est louable, mais il y a un problème. L'info la plus cruciale, la plus précieuse, elle ne viendra jamais d'un seul cerveau. Et c'est là que la magie opère. La clé, c'est la collaboration. En invitant, comme le suggère la citation, les architectes, les gens des opérations, bref, tous les experts, on met toutes les connaissances en commun. Et là, d'un coup, on a une vision à 360 degrés des dangers potentiels. C'est beaucoup, beaucoup plus complet. Cette super technique collaborative, elle a un nom, ça s'appelle un atelier sur les risques. C'est vraiment un outil puissant pour s'assurer qu'on n'oublie rien, qu'aucun risque ne reste dans l'ombre. Bon, maintenant qu'on a notre belle liste de risques, il faut mettre de l'ordre là-dedans. C'est l'heure de passer à la deuxième étape, l'évaluation. Alors, voilà, on a une longue liste de tout ce qui pourrait mal tourner. C'est un excellent début. Mais maintenant, la question c'est, lesquels sont les plus dangereux? C'est ça qui est décisif. L'évaluation, c'est l'art de mesurer chaque risque pour savoir exactement où mettre le paquet. Et pour faire ça, on se base sur 2 critères, 2 dimensions fondamentales. D'un côté, on a la probabilité. En gros, quelles sont les chances que ce problème arrive vraiment? Et de l'autre côté, on a l'impact. C'est-à-dire, si ça arrive, est-ce que c'est juste un petit pépin ou une catastrophe totale? C'est super important de comprendre qu'un risque, ça peut être comme une météorite, très peu probable, mais avec un impact, disons, dévastateur, ou l'inverse. Ok, mais comment on fait pour passer du simple « je le sens bien » ou « je le sens pas » à une vraie décision, basée sur des chiffres? Eh bien, c'est justement là que l'analyse quantitative entre en scène. Regardez cet exemple, c'est typique. Pour chaque risque, on a mis un chiffre sur sa probabilité et sur son impact financier. Et là, on voit tout de suite que les histoires sont très différentes. Prenez le risque C, les utilisateurs qui ne comprennent pas la doc. C'est quasi sûr que ça va arriver, 90%. Mais l'impact financier est relativement faible. Et à l'opposé, le risque D, le manager qui manque de temps. C'est peu probable, juste 10%, mais si ça arrive, oula, le coût potentiel est gigantesque. Alors, pour classer tout ça, pour avoir un seul chiffre qui nous dit « attention danger », la formule est super simple, vraiment. On multiplie la probabilité par l'impact. C'est tout. Allez, calculons ça pour nos risques qui semblent les plus critiques. D'abord, le risque A, le fameux décalage entre l'application et les besoins métiers. On a 40% de chances que ça arrive, pour une perte estimée à 1,5 million d'euros. Le calcul est vite fait, ça nous donne une exposition au risque de 600 000 euros. C'est pas rien, on est d'accord? Maintenant, passons au risque D. La probabilité est toute petite, 10% seulement. Mais l'impact, lui, il est monstrueux, 6 millions d'euros. Alors, on fait la multiplication et on tombe sur 600 000 euros, exactement pareil. Et ça, c'est la preuve par A plus B
qu'un événement très rare peut être tout aussi dangereux qu'un truc fréquent, si ses conséquences sont assez graves. Et voilà le point crucial. On a maintenant une hiérarchie, une liste de priorités claires, objectives, basées sur des chiffres. On sait que les risques A et D, malgré leurs profils très différents, représentent exactement la même menace financière pour le projet. Notre plan de test doit donc absolument en tenir compte. Et ça nous amène tout droit à la dernière étape. Identifier les problèmes, c'est bien. Les mesurer, c'est mieux. Mais le but de tout ça, au final, c'est d'agir. C'est l'étape de l'atténuation. L'idée, c'est de mettre en place des tests très ciblés pour soit réduire les chances que le problème arrive, soit en diminuer l'impact, si jamais il survient. Imaginons une application bancaire. Une fonctionnalité comme le virement d'argent. On est d'accord, c'est super sensible. C'est ce qu'on appelle un risque élevé, par nature. Une petite erreur là-dedans, et les conséquences peuvent être désastreuses. On ne va évidemment pas tester ça de la même façon qu'on testerait la page Contactez-nous. Forcément, pour une fonctionnalité comme ça, la stratégie de test va être intensive. On va y mettre plus de temps, plus de ressources, on va sortir l'artillerie lourde avec des techniques de test bien plus poussées pour être sûr de couvrir tous les scénarios tordus. Et surtout, on va mettre les meilleurs testeurs dessus, les plus expérimentés. C'est simple, le niveau de risque dicte directement le niveau d'effort. Bon, sur le papier, cette approche est vraiment puissante. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Alors pour conclure, jetons un œil honnête à la réalité du TBR, ce que ça apporte de génial et les obstacles qu'il faut parfois surmonter. Quand c'est bien mis en place, le TBR, c'est juste génial. Ça permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment, d'être hyper efficace avec les ressources qu'on a et d'être transparent avec tout le monde sur les risques qui restent à la fin. Par contre, il y a des mais. Il faut réussir à avoir les bonnes personnes autour de la table et à garder le cap, même sous la pression du projet. Et le plus gros morceau, le vrai défi, c'est le changement de mentalité. Il faut réussir à faire comprendre à tout le monde qu'il faut abandonner ce mythe du tout tester pour une approche bien plus intelligente et ciblée. Au final, ce que le test basé sur les risques nous apprend, c'est avant tout à poser les bonnes questions. Et pour conclure cette analyse, voici une dernière question à méditer. Dans n'importe quel projet, quel pourrait être ce fameux risque, ce danger silencieux que tout le monde sent mais que personne n'a encore osé nommer? C'est une bonne réflexion à avoir. Merci de votre écoute.